Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de très vite. Ça y est, le candidat non prononcé est enfin prononcé. Emmanuel Macron a aujourd'hui, ce 3 mars, enfin annoncé qu'il était candidat à sa propre succession. Pas de surprise. Emmanuel Macron, qui est actuellement propulsé, on va dire, soutenu, glorifié par son camp, par son activité internationale. Il a en effet eu une conversation téléphonique avec Poutine et il nous dit attention, attention les Français, la situation va empirer. La situation va devenir plus grave que ce qu'elle n'est déjà. Poutine exige aujourd'hui, au flux des négociations qui continuent actuellement, la démilitarisation en fait de l'Ukraine et la dénazification de l'Ukraine. Alors évidemment, beaucoup de commentateurs, de chroniqueurs, d'experts s'amusent avec le petit sourire en coin du terme dénazifié. Parce qu'évidemment, il ne faut surtout pas admettre qu'aujourd'hui, si l'Ukraine est dans la situation à l'heure actuelle dans laquelle elle est, c'est en partie, je dis bien en partie, à cause des mouvements d'extrême droite, des mouvements néo-nazis. À ce sujet, je vous avais parlé de ce fameux reportage de Special Investigation, qui est un reportage qui date apparemment de 2015, qui est en train de ressurgir à la surface. Quand je suis tombé sur cette vidéo, elle était à 60 000 vues. Là, aujourd'hui, elle est à plus de 200 000 vues. Donc ça veut dire que là, la vidéo est en train de tourner. Et nous avons surtout Anne-Laure Bonnel, qui est une journaliste qui, aujourd'hui, est en train tout simplement d'essayer de faire remonter aussi un point de vue, le point de vue du Donbass, c'est-à-dire ce fameux Donbass qui, depuis 2014, a subi des attaques, a subi des bombardements, avec beaucoup de victimes civiles. Sauf qu'aujourd'hui, le discours officiel, c'est on a fait sonner les cloches pendant 7 minutes en France, parce que ça fait 7 jours que la guerre en Ukraine a commencé. Non, la guerre en Ukraine n'a pas commencé il y a 7 jours, elle a commencé en 2014, donc c'est-à-dire il y a 8 ans. Force est de constater que ça continue. Alors Macron qui essaye de jouer un petit rôle, on va dire, non négligeable dans cet événement historique. Des sanctions sont prises contre la Russie. On a l'Union européenne qui vient d'annoncer la liste des sanctions selon l'article 264, etc., où il y a actuellement 26 personnalités russes. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a 26 personnalités. Alors en effet, il y a quelques oligarques, mais il y a surtout des membres du gouvernement russe et des journalistes. Il y a même, je crois, un écrivain ou un violoncelliste même, pour vous dire. 26. Dans un pays tel que la Russie, excusez-moi du peu, mais il n'y a pas que 26 oligarques sur lesquels on peut taper, sur lesquels on peut appliquer des sanctions. Alors évidemment, l'Union européenne dit cette liste n'est pas définitive, on pourra y adhérer d'autres noms au cas où nous avons besoin de reprendre d'autres sanctions au fil des événements. Il n'empêche que quand tu fais des sanctions sur 26 personnes uniquement, c'est d'un ridicule absolu. Autre information qu'il faut savoir. Le gouvernement russe vient de proposer un amendement au Parlement russe pour abandonner la monnaie de référence de négociation internationale qui est le dollar pour revenir à l'étalon or. C'est-à-dire que maintenant, le rouble ne s'adosse plus sur le dollar, il va s'adosser sur la valeur or. Donc ça veut dire que la Russie, qui de toute façon depuis quelques années avait déjà préparé le terrain, a énormément acheté de réserves d'or, que va faire Washington? Est-ce que Washington va demander aux marchés internationaux d'interdire de commercer avec de l'or physique avec la Russie? Je vais vous dire, si jamais Washington fait ça, il ne se passe pas 2 secondes avant qu'on appuie sur le bouton rouge. La Chine, qui reste, elle, dans ses intérêts, nous continuons à commercer, nous ne prenons pas parti, mais néanmoins, nous prenons une position
naturel avec notre allié russe, tout en dénonçant que la situation est aussi le résultat d'interactions et d'interventionnisme occidental. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Anne-Laure Bonnel. Sa vidéo est disponible sur Rumble. Pour combien de temps? Je vous mettrai le lien. Dans ma précédente vidéo, l'un d'entre vous à qui j'ai donné une réponse à son commentaire, j'avais essayé de mettre justement ce lien. Et ce lien, malheureusement, YouTube a supprimé le commentaire, ou tout du moins il l'a mis en aveugle. Il a fallu que j'aille dans mon dashboard pour le remettre en visuel. Donc c'est bien la preuve que ce documentaire, que ce film dérange. Autre information, évidemment, les médias vont un jour ou l'autre devoir répondre de leur responsabilité d'avoir joué avec les nerfs, d'avoir joué avec la sensiblerie des personnes. Accentuer les victimes, en effet, civiles. Dire qu'il y a 1 million aujourd'hui d'Ukrainiens qui tentent de quitter le pays, essentiellement par la Pologne. On est en train de rejouer le même couplet qu'on a fait avec les migrants, c'est-à-dire Amen à tous ceux qui viendront se réfugier dans nos pays pacifiques. Sauf que le problème, c'est que la grande majorité, évidemment, recherche un refuge en attendant que peut-être la guerre s'arrête. Il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de régime russe en Ukraine. Mais néanmoins, viennent s'exporter aussi les idées nationalistes. C'est-à-dire que parmi les centaines d'Ukrainiens que nous ferons peut-être venir en France, il y en a 1 ou 2 qui vont aussi exporter la haine du russe. Et qui plus est, la haine de l'Ukrainien russe. Certains peut-être vont même demander à des organisations humanitaires de prendre parti, de dire « aidez-nous, logez-nous, nourrissez-nous ». Mais par contre, ne nourrissez pas le traître, l'ennemi ukrainien russophone. Si jamais vous le faites, on va vous punir. Mais on fait ce qu'on veut. Si on n'a pas envie de faire de différence entre un Ukrainien et un Ukrainien russe, ce sont des civils, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Ça se trouve, ils ne font pas d'idéologie, ils ne font pas de politique. Ça se trouve comme en grande majorité, ce sont des gens qui ont appris à vivre ensemble. D'où cette idée aujourd'hui qui est en train d'émerger de peut-être créer une sorte d'État fédéral ukrainien. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, si on crée un État fédéral ukrainien, ça veut dire que l'autorité de Kiev, qui est un pouvoir centralisé, perdrait évidemment ce fameux pouvoir, puisqu'il fonctionnerait alors sur les modèles américains, allemands, belges, suisses, où différentes communautés sont reconnues et chacune d'entre elles ont un droit de visu, ont un veto sur comment doit fonctionner la démocratie de ce pays. Si jamais le pouvoir tombe entre les mains de gens qui ont décidé de vouloir faire du russe un persona non grata en Ukraine, eh bien tous les États fédéraux, maximum, majoritairement russophones, pourront très bien décider, eh bien, ciao, au revoir, nous reprenons notre indépendance. Ce serait d'ailleurs le meilleur principe démocratique qui puisse être, à mon sens, le meilleur pour pacifier l'Ukraine. Parce que tant qu'on n'aura pas nettoyé ces nationalistes, tant qu'on n'aura pas nettoyé cette haine de certains Ukrainiens envers les russophones, tant qu'on n'aura pas nettoyé ces néo-nazis, le problème restera toujours le même problème. Qui plus est, un problème qui pourrait s'étendre. On nous parle des jeunes démocraties qui sont autour, dans la région. Je rappelle quand même que la Pologne et la Lituanie ont des frontières avec la Russie, parce que ça, je l'avais oublié dans ma vidéo. Parce qu'il y a l'enclave du nom m'échappe de... C'est un port russe. Je ne me souviens plus le nom, si j'arrive à le retrouver, je vous le mets là. Donc ils ont un territoire souverain russe,
coincé entre la Pologne et la Lituanie. Et en effet, si jamais demain les Polonais se laissent un petit peu monter le bourrichon dans leurs idéologies, parce que culturellement, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment des pro-russes, ou vraiment, genre, faites l'amour pas la guerre, hein, vis-à-vis des Russes. Qui ne nous dit pas que l'OTAN pourrait demain pousser quelques mouvements nationalistes à attaquer ce territoire russe? Allez savoir. Et donc, force est de constater que, évidemment, l'étau va se refermer sur Internet, tôt ou tard. Parce que là, il y a beaucoup trop de liberté, il y a beaucoup trop de vidéos qui circulent pour jouer un petit peu les contrebalanciers par rapport à la doxa et au discours officiel. Nous avons RT France, qui a disparu, ça y est, qui a mis la clé sous la porte. Sputnik, également. Ce qui est assez amusant, parce que quand il y a eu des guerres contre l'État islamique, on n'a jamais posé de problème à Al Jazeera pour continuer à diffuser en Europe, alors que c'est une chaîne qatari et que les Qataris sont aujourd'hui responsables d'avoir envoyé des djihadistes en Syrie pour essayer de dégager, enfin jouer un petit peu double jeu contre Bachar el-Assad et à la fois l'État islamique, mais plutôt Bachar el-Assad. Donc, je pense qu'il y a une fracture. Il y a une fracture qui est en train de vraiment se prononcer aujourd'hui entre des gens comme vous et moi, qui savons réfléchir, qui savons nous renseigner, qui savons faire la part des choses. Et tous ces idiots utiles dont je vous ai donné un petit peu l'essentiel sur ma précédente vidéo, sauf que ces idiots utiles, aujourd'hui, eux aussi, un jour ou l'autre, ils vont se sentir un petit peu penauds. Déjà, ils le sont, dans des conversations ou dans des débats. Ils le sont parce qu'on leur rappelle. On dit, mais pourquoi vous, tout d'un coup, là maintenant, vous vous inquiétez, vous soutenez le peuple ukrainien, alors que ça fait depuis 8 ans que c'est le bordel. En revanche, le Yémen, ça ne vous pose pas de problème. La Palestine, ça ne vous pose pas de problème. Pourtant, c'est bien les civils qu'on massacre. En partie. Mais non, ça... œillère. Œillère parce que ça ne rentre pas dans le discours officiel. Parce que ce n'est pas dans l'idéologie officielle. Parce que ça ne sert pas l'intérêt de lutter contre un ennemi qui est en réalité un ami, pour d'autres raisons. Alors qu'en revanche, Poutine et la Russie, ce sont des ennemis économiques. Parce que non soumis, non asservis au totalitarisme économique occidental ultralibéral. Un capitalisme ultralibéral qui est, entre nous soit dit, plutôt en mauvaise posture et en mauvaise santé actuellement. L'inflation commence à se sentir un petit peu partout, même si certains vous prétendent que non, mais ça va se calmer, ça va se tasser. Non, ça ne va pas se tasser. Ça ne va pas se tasser pour certains pays européens, qui ont eu peut-être le tort, peut-être, pour des questions d'économie, pour des questions de budget, d'aller travailler avec des gens qui sont liés de loin, directement ou indirectement, avec la Russie. Et du coup, on ferme les robinets. Attention, on vient d'informer que dans la fermeture du SWIFT concernant un certain nombre de banques, attention, le SWIFT n'est pas coupé à la Russie, mais coupé à des banques russes. En revanche, attention, on a décidé de mettre à part Gazprom. Gazprom ne sera pas coupé du SWIFT pour son business. Pourquoi ? Peut-être parce que les Autrichiens dépendent à 100% du gaz russe. Peut-être parce que les Allemands dépendent à 80% du gaz russe. Et je ne parle même pas des pays limitrophes comme la Moldavie, la Géorgie, la Roumanie, l'Arménie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Parlons-en justement, tiens, de la Géorgie.
La Géorgie vient de demander la possibilité de pouvoir rentrer dans l'Union européenne, ou je crois, ou l'OTAN. Je crois que c'est l'OTAN. En revanche, nous avons appris aujourd'hui que la présidente moldave vient de signer sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Bon, évidemment, peut-être ceux qui ne sont pas très forts en géographie, voilà. Je vous mets un petit peu les endroits de ces pays par rapport à l'Europe et par rapport à la Russie. Comme ça vous donne une idée. Alors, la Moldavie intégrée à l'Union européenne, pas encore une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est des pays qui n'ont pas le niveau. Qui n'ont pas le niveau social, économique, voire est-ce qu'on peut considérer aussi démocratique. La question reste un petit peu posée. Ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, certains pays ont gardé certaines sales manies de corruption, de mafia, d'oligarques, d'influence d'oligarques, etc. Par contre, la Géorgie, si elle rentre dans l'OTAN, ça veut dire que les Américains pourront très rapidement débouler en Géorgie. Je rappelle, la Géorgie, il y a une partie de la Géorgie qu'on appelle pas l'Estonie, mais l'Ossétie. Une partie de l'Ossétie, aujourd'hui, est sous possession russe. Donc, si vous voulez, ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que dans certains conflits qu'on a pu connaître, certaines querelles internes, guerres civiles, etc., on a souvent entendu le discours qu'il faut trouver des issues pacifiques. Il faut essayer de mettre un terme à cette guerre. Il faut trouver des compromis. Il faut trouver des accords. Il faut trouver des traités. Or là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les médias, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a vraiment un sentiment de va-t-en-guerre. Le russe est devenu le démon. Le russe est devenu l'antéchrist. Bon, je dis l'antéchrist parce qu'aux États-Unis, vous savez, la religion est une référence qui sert aussi à manipuler les Américains sur le plan sentimental. Sauf que le problème, c'est que les Américains sont confrontés, eux, à un autre problème, c'est du fait de l'insularité du continent américain. Donc du coup, les Américains, ils regardent ça d'un œil, mais à vrai dire, ils s'en branlent complètement. Ils ont beaucoup plus de problèmes aujourd'hui vis-à-vis de leur porte-monnaie. Donc ce qui se passe en Ukraine, ça leur passe un petit peu au-dessus. D'autant plus qu'avec un président comme Biden, qui a des absences, ou parfois se plante, comme là récemment on a eu une vidéo, alors certains évidemment tout de suite nous disent non, il n'a pas dit iranien, il a dit urénien, c'est parce qu'en fait le cas, je sais pas, il a eu une absence, en fait le cas a disparu. Donc, mais en fait il voulait dire ukrainien, même si le cas de ukrainien a disparu. Donc il dit bien urénien. Non, t'es président des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que tu vas aller excuser le fait que... Non, tu dis, oui, il s'est planté, il a dit iranien, etc. Ah oui, mais le problème, c'est que si on dit qu'il s'est trompé en disant iranien, déjà qu'il a quand même un sacré paquet de casseroles sur ses approximations, où là récemment il a fait un discours, où il a fait une référence, et tout d'un coup il s'est complètement paumé. Alors pourtant il a les prompteurs devant, mais tout d'un coup, absence. C'est-à-dire que même un discours qu'il est censé lire, il y a des moments où tout d'un coup il perd le fil. Je rappelle, Biden est bègue. Oui, c'est un bègue, mais un bègue soigné. Donc de temps en temps, ça coince. Si vous avez des bègues, ou si vous connaissez des bègues dans vos entourages, moi j'ai eu un pote qui était bègue, qui s'est fait un petit peu soigner pour lutter justement sur son bégaiement, mais il avait toujours à un moment donné ce petit côté, c'est un petit retour naturel de son problème, c'est-à-dire qu'à des moments, ça bloque. Voilà. Ça, c'est pas comme ça, mais les mots, voilà, le mot reste un petit peu coincé, là, parfois c'est très léger chez certaines personnes. Chez Biden, c'est relativement léger, mais ça n'en est pas moins une raison pour laquelle, ou de temps en temps, quand il y a un discours, tout d'un coup, ça bloque, sauf que le prompteur, lui, continue à tourner. Et du coup, évidemment, il est paumé. Sauf que le problème, c'est qu'avec l'âge, ça ne s'améliore pas. Mais ceci dit, on a aussi Kamala Harris.
Elle aussi, Kamala Harris. Quand une journaliste de CBS lui pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour lutter contre justement le problème de l'inflation qui est en train de poser des gros soucis à un grand nombre de classes sociales de la société américaine, on a une Kamala Harris qui s'en mêle les crayons dans oui mais vous savez l'Amérique on comprend c'est dur, les Américains comprennent, donc vous avez vu avec le Covid, avec la pandémie, on a pris des décisions donc les Américains comprendront, etc. Et ça veut dire quoi ton discours là? En fait pour l'instant t'en sais rien en fait, il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu parce que ça va être compliqué de demander au Parlement de signer un chèque de 10 ou 20 milliards de dollars pour faire un stimulus comme on a fait pendant la pandémie pour aider les Américains à lutter contre l'inflation. Puis c'est pas les entreprises qui vont augmenter les salaires. Parce que bon, l'inflation, ça a un effet domino. Comme je vous l'ai dit, déjà, il y a des Américains qui quittent leur boulot parce que leur boulot est trop loin de chez eux et que le prix de l'essence fait que ça ne sert à rien qu'ils se déplacent pour bosser 20 ou 25 heures ou même 12 heures ou 15 heures dans un boulot qui va leur coûter 30 dollars d'essence de l'un plein, plus les frais d'entretien, plus les frais de maintenance, plus l'assurance, etc. Au bas mot, sur l'année, en fait, ces gens-là s'y retrouvent pas du tout. Donc ils ont mieux fait d'aller au chômage. Puis de rester peut-être au chômage jusqu'à leur fin de droit. Puis une fois qu'ils seront arrivés en fin de droit, ils trouveront un autre boulot, mais un peu plus proche de chez eux, dans une station-service, dans un restaurant, à la plonge comme serveur, dans un entrepôt, etc. Donc, d'ailleurs, du côté de chez moi, il y a un troisième entrepôt Amazon qui va se construire. Donc voilà, bon, ça c'est une autre histoire. Donc dans l'état actuel de la situation, j'ai envie de dire, si déjà on se plaignait de la manipulation, de la propagande pendant la pandémie, mais là je pense qu'on a dépassé encore plus le niveau. C'est tellement dépassé que on a même des gens qui sont tellement dans leur tour d'ivoire, qui ne se rendent même pas compte que les discours qui tiennent, à un moment donné, t'es là, mais ils cherchent quoi? La guerre? Il y en a même des fois qui font confusion. C'est-à-dire qu'ils essaient de nous faire croire qu'on est en guerre contre la Russie, alors qu'en réalité, il n'y a pas de déclaration de guerre contre la Russie, que je sache. L'OTAN n'a pas fait de déclaration de guerre contre la Russie. L'Amérique n'a pas fait de déclaration de guerre contre la Russie. Mais on utilise évidemment tout le sentimentalisme, tout l'émotionnel que suscitent toutes les images, évidemment, que l'on voit sur les chaînes de télé, ces immeubles qui explosent, ces personnes qui pleurent, cette femme avec son enfant qui a les yeux perdus, etc. Ben oui, mais c'est la guerre. Donc, qui dit guerre dit dommages collatéraux. Qui dit dommages collatéraux dit des civils, en effet, qui morflent. Sauf qu'au lieu d'organiser ou d'aider l'Ukraine pour protéger ses civils, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Oui, on organise des accueils, mais à la frontière. Mais on n'aide pas le gouvernement de Zelensky à protéger les civils. C'est même pire. On a vu des vidéos circuler, alors tout de suite évidemment, il y a les debunks, Le Monde, les debunks, Libération, qui ont dit non, c'est faux, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, les vidéos elles circulent. Que des cars, des trains, ont refusé l'accès à des personnes de couleur, ou tout du moins à des personnes étrangères. Et là, on vient d'en apprendre une belle. L'ambassade française a pris, comme dit le titre, a pris ses clics et ses claques, et a abandonné nos ressortissants français. C'est-à-dire qu'on a des concitoyens, des compatriotes français en Ukraine. Alors certains ont décidé de rester en Ukraine, c'est leur choix. Mais d'autres, qui voulaient être rapatriés, d'autres qui voulaient quitter l'Ukraine, eh bien ont trouvé lettre morte à l'ambassade française. Parce que tout le monde s'était déjà barré. Déliquescence.
déliquescence des systèmes, destruction de la confiance envers les systèmes et les régimes, pour pousser les populations à des guerres civiles. Et du fait de guerres civiles, instaurer des lois martiales, instaurer des états d'urgence, de péril de la nation. Et évidemment, avec toutes ces lois, qu'est-ce qui va s'accompagner? Eh bien, il va s'accompagner des privations de liberté. Et là, tous nos neuneux là, qui sont en train de manifester à Paris ou dans des grandes villes françaises avec leurs petits drapeaux ukrainiens, tout d'un coup, ils vont se retrouver pieds et poings liés, à devoir penser, à devoir respecter, à devoir dire ce qu'on leur autorise à dire. S'ils disent le contraire, vous perdrez des avantages, vous perdrez vos accès, vous perdrez votre argent, vous perdrez votre boulot, vous perdrez votre vie, vous perdrez votre maison, vous perdrez vos enfants, votre famille, votre voiture, votre console de jeux vidéo, votre accès Internet. Parlons-en d'Internet pour terminer cette vidéo. Vous avez peut-être vu passer ce tweet des Anonymous. Vous savez, ces Anonymous, ce sont ceux qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, on en entend parler, qui se font passer pour des anarchistes, des anticapitalistes. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Anonymous sont en fait les mêmes types d'organisations qui sont en réalité financées par les mêmes qui financent les BLM. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui sont financées en secret par des ONG, par des fondations, par des philanthropes, pour jouer les contre-feux d'un capitalisme dont ils sont les représentants. Comme le disait très justement François Asselineau lorsqu'il était passé chez l'émission à Ruquier face à Léa Salamé, vous ne connaissez pas la théorie de la thèse et de l'antithèse. C'est-à-dire que quand vous êtes une thèse, que vous savez que vos activités, que votre politique, vos idéologies vont déplaire à des gens, et que forcément, ces gens, petit à petit, vont finir par constituer une opposition au sens large du terme. Eh bien, pour éviter d'être surpris, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez tout simplement créer des noyaux d'opposition, qui vont avoir du semblant d'opposition, qui vont agir comme des partis ou des idées ou des groupes d'opposition, mais qui en réalité seront plus ou moins financés et aidés par des organisations écrans, elles-mêmes dépendant d'organisations écrans, qui elles-mêmes dépendront d'organisations, de fondations, d'ONG, qui font partie du système capitaliste. Et ainsi, vous créez votre antithèse et vous la maîtrisez. Et que si jamais dans cette antithèse, vous avez des éléments qui, à un moment donné, finissent par s'en écarter et devenir des électrons libres, eh bien ces électrons libres, vous n'attendez pas qu'ils prennent de l'importance, vous n'attendez pas qu'ils prennent de la notoriété, vous n'attendez pas qu'ils prennent de la popularité. Vous les éliminez. Par quelque moyen que ce soit des moyens juridiques, dans des affaires de pédophilie, de corruption, etc., ou voire même les éliminer tout court. Donc c'est ça comment fonctionne plus ou moins le système. Et donc ces fameux Anonymous ont annoncé sur Internet, dans Twitter, qu'ils allaient faire des attaques, des cyberattaques sur des intérêts des administrations publiques russes. Vous imaginez les Alliés 24 heures avant le débarquement du 6 juin 1944 en disant à la presse, bah ça y est, donc demain à 6h20, on débarque en Normandie. C'est idiot. Eh bien, c'est ce que viennent de faire les Anonymous. Ils viennent de prévenir les Russes que les Russes vont être attaqués par les Anonymous. Donc vous comprenez bien qu'il ne s'est pas passé 12 heures avant que les Anonymous soient eux-mêmes attaqués par des hackers et des pirates russes. Et à un moment donné, vous vous posez la question, mais qui sont à la tête de ces organisations? À quoi ils pensent, les mecs? Donc on n'a pas fini de cette histoire. Alors évidemment, dans l'état actuel de la situation, avec la campagne présidentielle, on instrumentalise évidemment cet événement.
On dit oui, Marine Le Pen a été rencontrée Poutine il y a 5 ans. Y a-t-il des accointances? Marine Le Pen a été financée par des banques russes. Éric Zemmour, pendant un temps, était un pro-Poutine. Qu'est-ce que c'est qu'être pro-Poutine? Est-ce que le fait de dire qu'un chef d'État a un rôle légitime de protéger les intérêts de son pays? Après, les régimes, les façons, les méthodes, etc., ils diffèrent suivant les pays, suivant leur histoire, suivant leur système social, leur système constitutionnel, leurs institutions, leur culture, leurs mœurs, leurs traditions. Après, on est d'accord, pas d'accord, ça c'est des points de vue qui se discutent, qui se débattent. Or là, on ne veut pas de débat. Et le pire dans l'histoire, c'est que ceux qui montrent du doigt Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, même Fillon, Fillon qui s'était mis à disposition d'une société russe, traître. Mais qui ne le fait pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de vous expliquer que ce que vous faites en business, forcément, il doit y avoir un aspect politique. Alors que ça fait depuis des années qu'on vous explique que pour faire la part des choses entre la politique et le business, c'est du business. On ne fait pas de politique en business. Sauf que là, on est en train de vous dire tout le contraire. Donc c'est bien une confrontation globale entre un monde unipolaire contre un monde multipolaire. Et qui veut imposer qui à quoi? On se le demande. Attention, si vous pensez ça, vous êtes complotiste. La théorie du complot de ce nouvel ordre mondial. Sauf que là, soit vous avez de la merde dans les yeux, ou alors vous êtes tellement ignorant ou tellement malhonnête pour voir les choses, que c'est tellement plus simple de se réfugier derrière le « oui, mais c'est de la propagande russe ». Oui, mais c'est du complotisme. Oui, mais c'est de la fake news. C'est tellement de la fake news que tout le monde est en train de se balancer des informations. Alors, un coup, oui, les Russes ont tapé un cimetière juif. Tout compte fait, non, puisque il y a eu une attaque, une roquette, je crois, est tombée à côté du cimetière juif, mais le cimetière, il est intact. Mais tout de suite, tout est bon. Tout est bon pour vous montrer ce qu'on veut bien vous montrer, pour aller chercher votre émotionnel, pour aller chercher l'horreur, pour aller chercher ce sentiment anti-russe qu'il y a au plus profond de vous-même. Même quand, à un moment donné, vous aviez peut-être le recul de vous dire « Attendez, c'est toujours facile de taper sur les mêmes ». Si on, à force de toujours montrer les mêmes comme étant les responsables du mot, ou des mots, pardon, de notre planète, il y a un moment donné où cette volonté de nous faire passer pour des systèmes immaculés, je rappelle quand même que l'Union européenne, la présidente de la Commission européenne aujourd'hui est toujours en attente de savoir quand est-ce qu'elle va décider de montrer ces fameux mails qu'elle a eus avec son conflit d'intérêts avec, je ne sais plus, c'est Pfizer, Moderna, je ne sais plus. Le problème, c'est qu'en réalité, les mondialistes ne peuvent plus assurer le système qu'ils ont mis en place. Donc ils sont obligés d'accélérer le plan. Et accélérer le plan, souvenez-vous, je vous en avais parlé avec Zemmour. Le fait que Zemmour pourrait attirer tellement de colère, tellement de haine, que ces haines pourraient être aidées, je dis bien aidées, pour mettre le feu dans les grandes villes françaises et obliger Zemmour à en venir à des lois d'urgence républicaine, d'urgence sécuritaire. Il serait obligé de le faire. Sauf que ça implique évidemment la suppression d'un certain nombre de libertés. Ça implique la mise en place, la confirmation, de légiférer sur des outils pour lutter contre ce terrorisme. Il est forcé de constater que, malheureusement, cette fameuse guerre en Ukraine, qu'on attendait de toute façon, on savait qu'elle allait avoir lieu. On savait que tôt ou tard, Poutine
finirait par en avoir ras-le-bol de voir des russophones ukrainiens se faire bombarder dans le Donbass régulièrement et que personne n'en parle, que tout le monde s'en fout, et que le seul message qui est véhiculé, ce sont des séditieux. C'est-à-dire que nous attaquons le Donbass parce que c'est des séditieux. On veut récupérer, faire revenir la souveraineté territoriale ukrainienne et retirer ces territoires à ces séditieux, à ces pro-russes, ces méchants pro-russes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'histoire de l'Ukraine, comme je vous l'ai montré, ces fameux Ukrainiens russes, ils ont la même légitimité d'être sur cette terre que les Ukrainiens russes. Parce que tous ces gens font partie de toutes les mers des Russies, finalement. Les Russies, c'est l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, et d'autres régions réparties dans certains endroits qui font partie aujourd'hui de souveraineté de territoire, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne également. Même si la Pologne, à la limite, pourrait aussi revendiquer en disant « nous, une part de l'Ukraine, elle nous appartient parce qu'on a été quand même plusieurs siècles détenteurs, possesseurs de ces terres, qui faisaient partie de notre royaume de Pologne. » Donc vous voyez, ça ne tient pas debout. J'ai envie de dire, advienne que pourra. Seulement aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que finalement on ait fait un retour vers le passé de l'époque de la guerre froide? Est-ce que finalement ce n'est pas ce que les Américains, ce n'est pas ce que les Européens veulent? Remettre une guerre froide. Parce qu'une guerre froide à l'époque, au moins, il y avait les méchants et les gentils. Il y avait l'Ouest, la démocratie, les libertés, et l'Est, le rideau de fer, le communisme. Au moins les choses étaient claires. Or, depuis 90, on a jonglé avec les islamismes radicaux, on a jonglé avec le terrorisme, on a jonglé avec les religions, sauf que malheureusement, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est incontrôlable, et dans certaines situations, dans certains cas, c'est très instable. Donc il faut remettre une situation claire, nette, précise. C'est-à-dire qu'il faut un ennemi désigné, et que soit vous êtes avec lui, ou de notre côté. C'est-à-dire que vous êtes avec nous, ou contre nous. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà ce qu'ils veulent remettre en place. Remettre en place un ennemi, et qui plus est, quel meilleur exemple nous pouvons avoir avec la Russie, si ce n'est ce pays qui est multi-armé par des têtes nucléaires. Et voilà les amis, vous êtes en train d'assister à la mise en place d'une nouvelle guerre froide. Une nouvelle guerre froide où vous devrez choisir votre camp. Soit vous êtes contre la Russie, ou soit vous êtes pour la Russie. Bienvenue dans le nouveau meilleur des mondes.